Je suis Dieu. Pourquoi? Parce que je le ressens. Voilà, ça c'est la base de la croyance dogmatique. Soit je sens, donc je sais. Vous ne croyez pas que je suis Dieu? Vous remettez donc en doute ma parole. Mais comme je suis Dieu et que Dieu est le bien, vous remettez donc en doute le bien. Vous êtes donc le mal. Ça, c'est l'interdiction par la diabolisation de la remise en question de mes assertions dogmatiques, soit le fameux, que dis-je, l'inénarrable crime de blasphème. Mais bref, vous êtes le mal, donc je peux vous faire subir toutes les pires atrocités, ce sera justifié, puisque je suis le bien et que vous êtes le mal. Et d'ailleurs, je peux faire subir toutes les atrocités à qui bon me semble, puisque, étant le bien, si je fais subir une atrocité à quelqu'un, c'est forcément parce que ce quelqu'un l'a cherché, parce qu'il est le mal. Et ça, c'est la dérive qu'entraîne le crime de blasphème, dérive que l'on a souvent constatée au cours de notre histoire, à travers les agissements de régimes totalitaires qui, se parant du masque de la vertu, se sont justifiés de toutes les pires saloperies qu'ils ont pu commettre au nom de la sauvegarde du soi-disant bien dont ils s'étaient revendiqués. Alors, la croyance dogmatique n'est pas un problème en soi, le problème c'est lorsque cette croyance se base sur un discours appuyé par le crime de blasphème qui, diabolisant et cherchant à détruire tout ce qui peut infirmer sa plausibilité, entraîne la mise en place de régimes totalitaires inhumains. L'interdiction de la remise en question, soit le crime de blasphème, étant par conséquent à la base du totalitarisme, le seul moyen de se protéger du totalitarisme est donc le blasphème. Soit l'insulte du discours dogmatique qui, commençant dès sa remise en question donc, empêche le totalitarisme. Si le crime de blasphème n'avait pas été aboli en France, nous serions encore soumis à l'oppression dogmatique de l'Église chrétienne, dont le pinacle fut l'Inquisition, durant laquelle l'hérésie, soit la mécréance, soit le simple fait de remettre en question ou de ne pas croire, était puni de torture et de mort. Donc aujourd'hui, dans les pays occidentaux tels que la France, si on peut être athée, chrétien, musulman, juif, transgenre et vivre sa sexualité comme on l'entend entre adultes consentants, c'est grâce au blasphème. Si aujourd'hui on peut être qui on veut et faire ce que l'on veut de sa vie, pas de celle des autres, c'est grâce au blasphème. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que, à l'instar de la République Galactique de Star Wars qui est, à la fin de l'épisode 2, officieusement déjà l'Empire Galactique, la France est déjà officieusement un État religieux. Car, officieusement toujours, le crime de blasphème a déjà été remis en vigueur. Comme le montre par exemple la censure des épisodes 200 et 201 de la saison 14 de South Park sur la censure du prophète Mahomet. Et ce depuis l'année de sa sortie, soit 2010. Avec une édition sur laquelle l'éditeur a indiqué « version non censurée », en oubliant de préciser « à part 2 épisodes entiers ». Bref, en 2010, TF1 Vidéo s'interdisait déjà d'éditer des blasphémateurs, et ce, on peut aisément le deviner, à cause des attentats du 11 septembre qui ont légèrement traumatisé toute une génération. Mais aujourd'hui, en France, et plus largement en Occident, on ne peut carrément plus remettre en question un discours appuyé par le crime de blasphème, mis à part le christianisme, sans se voir au mieux censuré, taxé d'intolérance, insulté, harcelé, menacé de mort, voire ostracisé ou cancel par les médias et une partie de la population, ou, au pire, carrément assassiné par des fanatiques. Et en France, cette intolérance envers le blasphème de la part des médias et d'une partie de la population est, je pense, la résultante des attentats de 2015 de Charlie Hebdo et du Bataclan, après lesquels l'idée selon laquelle il serait mal de critiquer un dogme, donc de blasphémer, s'est implantée dans l'esprit de la plupart des dirigeants politiques et médiatiques qui, aujourd'hui, sont persuadés que le fanatisme n'est pas dû aux dogmes qui y poussent, mais à ceux qui critiquent les dogmes qui y poussent. Donc que l'extrémisme de certains croyants dogmatiques n'est pas causé par leurs dogmes, mais par les blasphémateurs. Avec ce paradigme, ce n'est plus l'auteur de l'agression le coupable, mais la victime. La victime est devenue l'agresseur est devenu la victime. Autrement dit, l'agressé est automatiquement le coupable parce qu'il l'a cherché, l'assassiné est automatiquement le coupable parce qu'il l'a cherché, le violé est automatiquement le coupable parce qu'il l'a cherché, etc., etc. En gros, le bien se venge du mal qui, parce qu'il l'a critiqué, l'a cherché. Voilà à quoi mène la soumission au crime de blasphème, à la déresponsabilisation de l'agresseur. Le crime de blasphème est un prétexte pour légitimer la violence gratuite. C'est l'une des pires saloperies qui existent dans nos sociétés humaines. Nous avons donc d'un côté le crime de blasphème qui, considérant la critique du dogme comme une agression, inverse les notions de victime et de coupable,
et de l'autre, le blasphème qui assure à chacun la liberté d'être qui il veut et de faire ce qu'il veut de sa vie. La meilleure option? Eh bien, si on désire vivre dans un monde manichéen, inquisiteur, totalitaire, le crime de blasphème. Si on désire vivre dans un monde libre et respectueux de chacun, le blasphème. Et c'est pour cette raison que nous allons, dans la suite de cette vidéo, blasphémer à balle envers tous les discours /rhétorique /idéologie /dogme qu'il est, de fait, actuellement interdit de critiquer. À commencer par la théorie du genre. Et là on va me dire, mais la théorie du genre n'est pas un dogme, c'est une théorie scientifique, il n'y a donc pas de blasphème possible. Alors, une théorie scientifique est acceptée lorsqu'elle est considérée comme plausible parce qu'en accord avec les connaissances avérées qui lui sont contemporaines. Si ces connaissances avérées l'infirment, comme par exemple le pranisme, cette théorie selon laquelle on vivrait mieux sans manger, elle est réfutée. Si ces connaissances avérées ne la confirment ni ne l'infirment, comme par exemple l'existence de Dieu, elle n'est considérée ni vraie ni fausse, mais comme une possibilité de faible plausibilité. Si ces connaissances avérées la confirment et qu'aucune ne l'infirme, elle est considérée comme vraie, comme par exemple le fait que respirer est vital pour l'humain, ou fortement plausible, comme par exemple la théorie du Big Bang qui, bien qu'acceptée aujourd'hui, pourra très bien être réfutée demain si de nouvelles connaissances avérées viennent l'infirmer. Et si la théorie du Big Bang était remise en question aujourd'hui, cette remise en question ne serait pas perçue comme une hérésie ou un blasphème. Elle ne serait pas non plus qualifiée de Big Bangophobie, elle serait étudiée, puis acceptée ou réfutée. Et donc, en est-il de même pour la théorie du genre? Bon, vous savez très bien que non, puisque sa remise en question est automatiquement taxée de transphobie. Terme qui signifie, dans le langage courant, pas littéralement, haine des personnes trans. La remise en question de la théorie du genre est donc assimilée à l'intolérance des personnes trans. La théorie du genre diabolise donc sa remise en question en l'assimilant, via une légère distorsion sémantique, à une notion négative qui se trouve en l'occurrence être l'intolérance. La théorie du genre est donc appuyée par le crime de blasphème, puisque sa critique étant diabolisée, et par conséquent considérée comme un blasphème. Mais encore une fois, le blasphème, ou autrement dit la remise en question, n'est pas de l'intolérance. C'est un droit, et plus précisément, le droit qui assure à chacun d'être qui il a envie d'être et de faire ce qu'il veut de sa vie, en transitionnant par exemple, puisqu'il protège de la mise en place du totalitarisme. Et donc, puisque nous ne sommes officiellement soumis à aucun régime totalitaire, du moins pour l'instant, allons-y, faisons valoir ce droit et posons-nous la question. La théorie du genre découle-t-elle de la science ou du dogme? Alors, sur quoi se fonde la théorie du genre? Sur la transidentité. Et la transidentité est basée sur le principe selon lequel un humain peut être coincé dans un corps qui n'est pas le sien. Par exemple, une femme coincée dans un corps d'homme. Comment le sait-elle? Parce qu'elle le ressent. La transidentité est donc basée sur le ressenti, soit le socle de toute croyance dogmatique. Je sens, donc je sais. Mais disons que c'est un postulat, comme il y en a à la base de théories scientifiques acceptées, et, à l'instar de ces dernières, confrontons-le à la réalité afin d'en déterminer la plausibilité. Selon la transidentité, on peut être un homme dans un corps de femme et inversement, car homme et femme ne sont que deux genres. C'est-à-dire qu'être un homme ou une femme ne dépend pas de la génétique, donc que ça ne dépend pas des chromosomes, et donc du corps sexué qui en résulte. Donc, selon le postulat de la transidentité qui interdit la détermination génétique, puisqu'être un homme ou une femme ne dépend pas de son corps, il ne peut y avoir de corps d'homme ni corps de femme. Par conséquent, une question s'impose. Comment peut-on se sentir homme dans un corps de femme, ou inversement, s'il n'y a ni corps d'homme ni corps de femme? Et pourquoi, dans certains cas, vouloir changer de sexe si le corps n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme? Parce que le postulat sur lequel se fonde la théorie du genre, se basant sur deux principes incompatibles, se contredit lui-même. Dire que l'on peut se sentir femme dans un corps d'homme ou inversement est un paradoxe. Cela revient à dire « ce mensonge est vrai ». Après, on peut se sentir mal dans son corps, bien sûr, mais c'est ce qui s'appelle être mal dans sa peau ou dépressif. Mais nous y reviendrons. En attendant, poursuivons. Selon la théorie du genre, il n'y a dans l'espèce humaine ni corps d'homme ni corps de femme. Il n'y a donc pas non plus de sexe féminin ou masculin. Il n'y a que deux corps dotés d'organes génitaux complémentaires, d'un point de vue reproducteur, on va dire. Donc, si demain je me sens femme, ça voudra dire que je suis une femme. Sans rien changer, puisqu'il n'y a ni corps d'homme ni corps de femme. Je reste tel quel, mais je suis une femme.
Étant donné que je suis attiré sexuellement par les corps dotés de l'organe génital complémentaire au mien, cela signifie que, d'un point de vue orientation sexuelle, je suis... je sais pas. Ça dépend de ce que se sent l'autre en face. Bon, disons qu'il se sent femme. Eh bien, dans ce cas, cela signifie que je suis une lesbienne. Mais si après-demain, j'entame une relation amoureuse avec une personne du sexe complémentaire au mien, mais qui, cette fois, se sent homme, eh bien, je serai hétérosexuel. Avec ce postulat, le sens des mots dans cet exemple relatif à la sexualité est fluctuant. Sauf que les mots sont censés décrire la réalité, pas lui faire prendre la forme qu'on souhaite. Tordre la réalité en changeant le sens des mots amène fatalement à certaines dérives, notamment à l'occultation de la réalité, donc à l'aveuglement à la réalité. Parce que si on part du principe qu'on peut être coincé dans le mauvais corps, on peut être tout et n'importe quoi du moment qu'on le ressent. Donc, revenons à notre exemple. Si demain j'entame une relation amoureuse avec une personne du sexe complémentaire au mien et que cette personne se sent homme, et que cette personne me frappe, moi qui me sens femme, puis-je porter plainte contre elle pour violence faite aux femmes? Et si cette personne est âgée de 10 ans, mais se sent trentenaire et que moi, trentenaire, je me sens âgé de 10 ans, puis-je porter plainte contre elle pour pédocriminalité? Alors, dans un monde magique, sûrement, mais pas dans le monde réel. Et non, ce n'est pas transphobe de dire ça. Je rappelle que, à l'instar de tout plein d'illuminés qui font les choux gras de l'actualité, je n'ai fait que suivre le postulat de départ de la transidentité. Si demain je me sens oiseau et que je me pète les deux jambes en sautant du 4e étage, ce ne sera pas parce que la gravité est transphobe. Ce sera parce que je ne suis pas un oiseau, mais un être humain. Et pour ceux qui diraient « Mais oui, mais bon, là t'exagères », regardez cet extrait qui nous montre une personne dite transhandicapée. I don't have any regrets taking my vision. I believe I should have been born blind, and I'm happy the way I am. Il n'y a que, sans mauvais jeu de mots, l'aveuglement dogmatique causé par la fictionnalisation de la réalité qui peut t'amener à s'autodétruire de la sorte. Ça, c'est ce qui s'appelle une perte de contact avec la réalité, soit de la psychose. Et dans ce cas précis, une psychose causée, ou du moins poussée à l'extrême, par un dogme, soit de la psychose dogmatique, soit du fanatisme. Et pour ceux qui auraient envie de me rétorquer que « Oui, mais la science a bien mené à la bombe atomique », je répondrai que ce n'est pas la science qui a aveuglé ceux qui ont pris la décision d'appuyer sur le bouton. La science n'est pas une idéologie, c'est une démarche qui vise à révéler ce qui est. Elle peut permettre de manipuler la réalité ou de l'occulter, certes, mais contrairement à une idéologie, elle ne pousse pas à manipuler la réalité ou à l'occulter. Mais bref, si pour être une femme, il me suffit de le ressentir, parce qu'il n'y a ni corps d'homme ni corps de femme, on est en droit de se poser la grande question, qu'est-ce qu'une femme? Ceux qui croient en la théorie du genre répondront, une femme est une personne qui se sent femme. Alors d'accord, mais ça ne répond pas à la question. Car si on met en perspective cette réponse, une femme serait donc une personne qui se sent une personne, qui se sent une personne, qui se sent une personne, et ainsi de suite, à l'infini. Et si je mets cette réponse en application, je peux dès lors affirmer sur un ressenti que je suis une femme noire, lesbienne, musulmane, qui se sent Wookie chauve de 2,50 m, qui se sent petite fille de 4 ans, qui se sent Leonardo DiCaprio. Si, je suis Leonardo DiCaprio. Ce visage-là, c'est celui de Leonardo DiCaprio. Si vous dites que non, vous me mégenrez, et vous êtes transphobe. Je suis Leonardo DiCaprio donc. Qui se sent Michael Jackson, etc., etc. Car si homme et femme ne sont que deux genres, et donc qu'il n'y a ni corps d'homme ni corps de femme, il n'y a aucun référent pour désigner ce qu'est un homme ou une femme. Ce qui signifie que, dans la théorie du genre, homme et femme sont des concepts qui relèvent du mysticisme. Et, plus précisément, le genre est un concept qui relève du mysticisme, donc de la croyance dogmatique. Bref, maintenant, n'y a-t-il pas une réponse que l'on connaît déjà tous, à savoir que le terme femme et par extension le terme homme ne sont que des mots que l'on a inventés, nous, humains, pour désigner respectivement les humains adultes de chromosome XX et les humains adultes de chromosome XY. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On peut être une femme trans, soit un homme de genre féminin, ou un homme trans, soit une femme de genre masculin, mais tant que la chirurgie génétique qui permet de changer de chromosome n'aura pas été mise au point, un humain adulte de chromosome XY sera un homme, et un humain adulte de chromosome XX sera une femme.
ceux attirés par le sexe complémentaire sont les hétéros, ceux attirés par le même sexe sont les homos, ceux attirés par les deux sexes sont les bi. Et pour ceux qui évoqueraient les intersexes, l'intersexuation découle d'une anomalie génétique, et à l'instar des albinos qui, n'étant ni blancs ni noirs, sont des albinos, les intersexes sont des intersexes, ou comme on disait avant, des hermaphrodites. Mais comme les hommes et les femmes, ce sont avant tout, bien sûr, des êtres humains. Quant à la dysphorie de genre, et là je parle de ceux qui en souffrent réellement, pas de ceux qui s'en réclament par activisme politique, oui, ça existe, ou pour se sentir intégré dans un groupe, ou parce que trop jeune et influençable, la dysphorie de genre donc est, je pense, due à un traumatisme que ceux qui en souffrent ont subi à un moment de leur vie, souvent dans leur enfance, qui a entraîné chez eux un profond dégoût d'eux-mêmes, un profond dégoût qui, dès qu'ils se regardent dans la glace, les ramène à ce traumatisme. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ne pas se résoudre au suicide, c'est de détruire ce qu'ils sont pour devenir autre chose. En l'occurrence, en changeant de corps et plus précisément de sexe et d'apparence. Une sorte de renaissance pour prendre un nouveau départ et commencer une nouvelle vie. Je soutiens les véritables personnes trans, adultes, car ce ne sont que des êtres humains qui n'ont trouvé d'autres moyens pour s'en sortir que de se transformer. Néanmoins, je suis contre l'imposition de la théorie du genre, car jusqu'à preuve du contraire, c'est un dogme, et, à ce titre, ne devrait en aucun cas être admise comme la nouvelle norme. On a le droit de vivre sa foi en paix, mais pas de l'imposer au reste du monde. Comme pour tout dogme, on a le droit de s'y soumettre, mais pas d'y soumettre autrui. On n'a pas le droit non plus d'y soumettre la réalité en changeant le sens des mots selon sa convenance. Comme les termes homme et femme bien sûr, mais aussi le terme transphobie qui, à la base, sert à désigner ceux qui n'aiment pas les personnes trans parce qu'elles sont trans, pour l'élargir à ceux qui critiquent la théorie du genre, faisant ainsi de ce terme l'équivalent d'hérésie, soit de blasphème ou d'apostasie, ou encore de mécréance, terme que l'on entend également beaucoup dans l'islam, et que l'on connaît en Occident sous le nom d'islamophobie, qui, faisant l'amalgame entre la critique de l'islam et l'intolérance envers les musulmans, est utilisée pour désigner les blasphémateurs envers l'islam, et ce, par des musulmans et des non-musulmans, selon lesquels l'islam serait une religion de paix et d'amour. Et j'aimerais revenir là-dessus. Premièrement parce que cela signifierait que l'extrémisme islamiste ne serait pas une conséquence de l'islam, puisque c'est une religion de paix et d'amour, mais bien évidemment de la critique de l'islam, donc de l'islamophobie. Par conséquent, cela signifierait que même si les terroristes islamistes sont coupables des attentats islamistes, les victimes en sont responsables. Donc, quand on dit que l'islam est une religion de paix et d'amour, il faut préciser qu'il s'agit de paix et d'amour islamique, auquel on n'a droit que si l'on se soumet à l'islam, à la charia, en commençant par ne pas le critiquer, car c'en est la première règle. Ce qui implique que si, aujourd'hui, on considère que critiquer l'islam est islamophobe, demain on considérera que manger du porc est islamophobe, ne pas porter le voile est islamophobe, ne pas faire le ramadan est islamophobe. Bref, on considérera que tout ce qui n'est pas musulman est islamophobe, pour finalement considérer qu'être non-musulman est islamophobe. Car islamophobie signifie blasphème. Et en islam, le blasphème commence dès la non-croyance en Allah. Et quand on dit que l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit, oui, un délit de blasphème, puni de mort et d'enfer. Ce ne sont pas les non-musulmans qui ont un problème avec l'islam, c'est l'islam qui a un problème avec tout ce qui n'est pas musulman. Et ça ne servirait à rien de débattre du sujet avec une personne soumise à l'islam, musulmane comme non musulmane, car pour un croyant dogmatique soumis au crime de blasphème, tout ce qui remet en doute son dogme est automatiquement associé au diable qui essaye de le détourner du droit chemin pour le mener en enfer. Essayer de débattre avec un croyant dogmatique soumis au crime de blasphème sur l'objet de sa croyance, c'est le renforcer dans sa croyance. Mais rassurez-vous, car j'ai la solution. Premièrement, il faut faire la distinction entre l'intolérance envers les musulmans et la critique de l'islam en ne les amalgamant plus en un seul mot afin d'abolir la notion d'islamophobie qui empêche la critique de l'islam. Sans compter que si on prend le sens littéral du mot islamophobie, qui étymologiquement signifie peur de l'islam, et qu'on sait que les musulmans aiment Allah autant qu'ils le craignent, donc qu'ils en ont peur, cela signifie que les premiers islamophobes sont, en réalité, les musulmans eux-mêmes. Ah, la sémantique.
Et deuxièmement, étant donné que l'extrémisme islamiste revendiqué dans les textes est, selon les défenseurs de l'islam modéré, dû à une lecture rigoriste et donc erronée de ces derniers, il suffit tout simplement de faire une version de l'islam qui ne soit pas erronée, dans laquelle le chantage à l'enfer, donc le crime de blasphème, donc l'assassinat des mécréants, n'existe plus, dans laquelle l'infériorité des femmes et le droit de les frapper, ainsi que tout le reste, n'existe plus. Ainsi, plus de détournement possible de l'islam par des sociopathes et ou psychopathes avides de pouvoir, qui se servent de psychotiques dogmatiques, de fanatiques donc, pour asseoir leur domination. Et comme ça, tout le monde sera content, les non-musulmans comme les vrais musulmans, et seront dégagés de l'Occident tous ceux qui refusent la remise en question de la version erronée de l'islam, soit les radicaux, faux musulmans comme non-musulmans. Car oui, il y a des non-musulmans qui sont contre le blasphème de l'islam, qui sont d'ailleurs contre le blasphème tout court, sauf bien entendu du christianisme, car ce sont en général des fervents défenseurs de l'anti-blanchité. Alors, si vous voulez une définition précise de ce qu'est l'anti-blanchité, je vous renvoie à cette vidéo. Mais pour résumer, c'est une rhétorique anticapitaliste, anti-chrétienne, anti-occident, anti-occidentaux, anti-blanc et surtout anti-homme blanc non gay qui, même si plus indulgente avec les femmes blanches, préconise purement et simplement l'éradication du gène blanc. Les non-blancs occidentalisés n'étant pas épargnés non plus, puisque l'anti-blanchité faisant l'amalgame entre Occident, occidentaux et blanchité, un non-blanc occidentalisé est, par conséquent, considéré comme blanc à l'intérieur, et donc comme un traître, et ce, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle ou sa confession. Accessoirement, l'anti-blanchité est également à la base de ce qu'on appelle communément le wokisme, terme valise que je n'utilise pas car sa définition fluctue en fonction des envies de chacun. Et oui, dans la mesure où il est utilisé pour dire qu'un film comme Furiosa par exemple est woke, sur la seule base qu'il met en scène une héroïne d'action dans le rôle principal, ce qui signifie au passage que tous les films d'action mettant en scène autre chose qu'un homme blanc non gay dans le rôle principal sont automatiquement woke, je refuse catégoriquement son emploi. L'anti-blanchité n'est pas un terme valise, c'est une rhétorique dogmatique dangereuse qui, se cachant derrière les luttes légitimes contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, bref, l'intolérance d'une manière générale, légitime l'extrémisme envers l'Occident et les Occidentaux. En gros, l'anti-blanchité, via ses luttes, véhicule son propos qui avance que tous les maux de la Terre, que ce soit d'un point de vue global ou individuel, sont causés par les Blancs. Et donc, que si ces derniers disparaissaient, tout le monde vivrait heureux dans un monde féerique plein de bisous magiques volants qui préservent de la faim, du froid, de la nuit et de la mort. L'anti-blanchité est LE poison de l'Occident, car son postulat génocidaire légitime le fanatisme anti-occidental. Et, bien sûr, diabolise sa remise en question en la taxant de sexisme, de racisme, d'homophobie, bref, d'intolérance, qualificatif bien évidemment légitime lorsqu'avéré, mais pas lorsqu'utilisé comme ici, en tant qu'équivalent de blasphème. Vous rendez-vous compte qu'avec cette rhétorique, on en est à un dogmatisme tel que dénoncer un discours qui prône la disparition d'un peuple est assimilé à de l'intolérance. S'inquiéter pour son peuple et le dire, c'est de l'intolérance. Et là où ça devient marrant, c'est que, paradoxalement, l'anti-blanchité est une rhétorique véhiculée et principalement prônée par une bourgeoisie occidentale blanche qui, partant du principe qu'elle est riche, classiste et raciste, eh bien tous les blancs sont comme elle, donc, par repentir, elle s'est fixée comme objectif de sacrifier, non pas elle bien entendu, mais tous ses congénères sur lesquels elle projette ses propres travers. C'est une wannabe catégorie concernée dont elle mène la lutte à la place, qui prête ses préjugés à ceux qui ne demandent rien à personne. Elle est dans la posture, dans un rôle, afin qu'elle puisse se voir tel le héros fictif qu'elle veut être, mais n'est pas dans un monde fictif où le bien et le mal sont scindés en deux partis bien distincts. La gauche et la droite. Dans notre pays, il y a une sorte de consensus selon lequel le monde politique serait divisé en deux partis. Le parti du bien, la gauche, et le parti du mal, la droite. Et c'est vrai que, sur le principe, l'idée de séparation nette entre le bien et le mal est plaisante, car elle simplifie tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve cette séparation dans beaucoup d'œuvres de fiction, telles que des romans, des films, des jeux vidéo, etc., car cela permet de proposer une définition claire du bien et du mal. Et d'ailleurs, il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup,
Doom, dans lequel on joue un gentil humain qui tue des méchants démons qui veulent détruire les humains. C'est simple, carré et surtout cathartique. On peut se défouler sur les démons, les massacrer sans se poser de questions, parce que ce sont des démons contre lesquels on se défend. C'est une bonne chose de les tuer, car c'est nous ou eux. Ce sont eux qui attaquent, nous ne faisons que nous défendre pour assurer notre survie et celle de la race humaine. Mais Doom, c'est un jeu vidéo qui se déroule dans un univers de fiction. Dans la vraie vie réelle de la réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a des gentils et des méchants, oui, mais ils ne sont pas aussi facilement identifiables. D'autant que les méchants ont souvent tendance à se parer du masque de la vertu pour passer inaperçus et surtout se justifier de faire de la merde. Argument qui sera d'ailleurs utilisé par ces mêmes méchants envers de véritables gentils qu'ils vont faire passer pour des méchants dissimulés derrière le masque de la vertu. Et oui, c'est confus, et c'est à cause de cette confusion qu'il est toujours difficile de croire une version plutôt qu'une autre dans le cadre d'un conflit duquel on est extérieur. D'autant que, souvent, un conflit n'implique ni méchant ni gentil, mais juste des personnes qui ont des intérêts divergents, ou qui ne se comprennent tout simplement pas, et qui embarquent avec eux le reste de leur groupe qui est, la plupart du temps, composé de gens qui veulent juste vivre leur vie tranquille. Mais il y a tout de même une définition claire du mal. Selon le film Evil Dead Rise, qui le symbolise à mon sens très bien, le mal n'a pas de visage. Il surgit d'un concours de circonstances, donc du chaos, pour s'emparer du premier corps humain venu, tuant l'âme de son hôte au passage. Ainsi, dans ce film, le mal est, symboliquement, par sa nature même, un tueur, un violeur et un esclavagiste qui, avec le corps dont il s'est emparé, va détruire, tuer, violer, etc., pour le simple plaisir de le faire. À noter que même si on peut, lorsqu'on y est forcé, détruire l'hôte du mal, on ne peut pas détruire le mal. On ne peut que le combattre en résistant indéfiniment aux assauts de ses agents. Et j'ajouterai, en suivant cette logique, que celui qui croit avoir vaincu le mal en est inconsciemment devenu l'incarnation. Mais bref, la symbolique de ce film, placée dans le monde réel, désigne le mal comme la possession du corps d'autrui par la soumission psychique et ou physique. Selon cette définition, que je rejoins, couper une personne du monde pour la garder sous son contrôle, c'est mal. Tuer quelqu'un, c'est mal. Violer quelqu'un, c'est mal. Esclavagiser quelqu'un, c'est mal. Séquestrer quelqu'un, c'est mal. Quant au bien, par extension, c'est tout ce qui combat le mal, ou tout simplement ce qui n'est pas le mal. Le bien ne transparaît que par contraste avec le mal, pas l'inverse. Et ça, c'est très important de le souligner. Le bien n'attaque pas celui qui ne se réclame pas du bien, car ça, c'est l'apanage du mal. Le mal attaque et, par conséquent, celui qui s'en défend devient, durant le laps de temps où il le combat, le bien. L'agent du mal pouvant être détruit durant l'opération, le bien peut donc, pour se défendre, être amené à détruire le mal qui l'attaque. Concrètement, cela signifie qu'un humain peut être amené à tuer un autre humain pour défendre sa vie ou la vie d'une manière générale. Cela signifie-t-il pour autant que, dans ce cas précis où l'on n'a d'autre choix que de tuer pour défendre la vie, c'est bien de tuer ? Alors, pas tout à fait. Techniquement, c'est toujours mal. Mais effectivement, en dernier recours pour défendre ou se défendre d'une personne qui, dans l'immédiat, menace notre intégrité physique, c'est la meilleure solution. Ou, tout du moins, la solution la moins inhumaine. Et oui, car quand on a le choix entre le pire et le moins pire, on choisit le moins pire. Dans cette optique, emprisonner un violeur et ou tueur et ou esclavagiste avéré permet d'éviter sa récidive. Donc, là aussi, même si ça revient à séquestrer une personne, à la couper du monde pour la garder sous son contrôle, voire à l'esclavagiser si on la fait travailler pour rembourser ses dettes à la société et aux familles qu'elle a détruites, c'est la solution la moins inhumaine. Et là, on arrive à une question très délicate à laquelle personne n'a envie de répondre, mais étant impératif pour la suite de ce développement, nous allons devoir nous la poser. Donc, allons-y, dans la mesure où, dans certains contextes très précis, prendre possession du corps d'autrui est la solution la moins inhumaine, existe-t-il une circonstance dans laquelle même le viol serait la solution la moins inhumaine ? Pas bien, hein ? Attention, moins inhumaine. Alors, a priori, non. Mais dans le film La chair et le sang, de Paul Verhoeven, l'un des deux personnages principaux, un chef de malfrats déjanté dans une Europe ravagée par la guerre et la peste, viole l'autre personnage principal, une femme, afin de lui éviter de se faire violer et tuer par toute sa bande pour ensuite pouvoir la garder sous sa protection. Mais pourquoi la violer, me demanderez-vous ? Parce que s'il s'était juste interposé, sa bande l'aurait pris pour un faible et l'aurait tué pour ensuite violer la femme et la tuer. Donc, dans certains cas
ultra précis, il est possible que même le viol, bien qu'étant quoi qu'il en soit un acte abominable, puisse être la solution la moins inhumaine. Car dans certains contextes infernaux où l'on a le choix qu'entre deux solutions abominables, on est obligé de choisir la moins abominable, car c'est la moins inhumaine. Le problème, c'est que ça, dans le monde réel, les méchants l'ont bien compris. Et donc, pour se justifier de tuer, de violer, de séquestrer, d'esclavagiser, etc., ils vont diaboliser ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, soit leurs opposants. Comment ? En leur prêtant d'horribles intentions et ou actes via la calomnie ou encore le procès d'intention. Sur quelle base ? L'assertion selon laquelle leurs opposants sont le mal, car eux représentent le bien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils se sont parés, comme nous l'avons dit plus haut, du masque de la vertu qui leur permet de s'afficher comme étant le bien. Et comme tout ce qui va à l'encontre du bien est le mal, ils peuvent commettre les pires atrocités au nom du bien, sur la seule base de la remise en question du fondement de leurs paroles ou de leurs actes. Ah, les bienfaits du crime de blasphème. Et parmi tous ces méchants, il y a bien sûr ceux qui ont conscience du mal qu'ils font et s'en tapent ou y prennent du plaisir, mais il y a aussi ceux qui, au fond, sont gentils, mais qui, ne supportant pas l'image négative qu'ils se renvoient eux-mêmes à la simple idée de faire le mal, se parent du masque de la vertu pour justifier les méfaits qu'ils commettent, et ainsi ne perçoivent dans le miroir que le reflet de ce masque qui les conforte dans le bien fondé de leurs actions, si atroces soient-elles. Comme Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 3 par exemple, qui se persuade que les Jedi sont les méchants pour se justifier de les massacrer. Et ce, quel que soit leur âge. Et là vous allez me demander, à raison, mais ce masque de la vertu, qu'est-ce que c'est et comment se présente-t-il ? Alors, dans cette vidéo, j'évoque brièvement la dogmatisation de la politique dont découle fatalement l'émergence d'un bord politique du mal et d'un bord politique du bien. Et comme nous l'avons dit plus haut, en France, il est admis que la droite est le bord politique du mal, par opposition à la gauche qui est le bord politique du bien. Alors, osons nous poser une question qui fâche. Hitler, Mao, Staline, Pol Pot étaient-ils de droite ou de gauche ? Certains diront de droite, d'autres de gauche, et je dirais qu'en réalité peu importe. Car ce qui importe, c'est qu'au moment où ils ont perpétré leurs horreurs, ils se revendiquaient de gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche était déjà à l'époque considérée comme le bien et justifiait ainsi l'emploi de méthodes inhumaines au nom de la sauvegarde de l'humanité. Ces despotes génocidaires, en se revendiquant de gauche, avaient revêtu le masque de la vertu assimilée à la gauche et, au titre d'incarnation du bien autoproclamé, coiffaient tous leurs opposants du masque du mal. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas réduire les notions de bien et de mal à des partis ou des courants politiques, afin d'éviter que ces notions soient utilisées comme des masques. Aucun bord politique n'est tout blanc, aucun bord politique n'est tout noir. Il faut chasser le mauvais dans chaque camp et ne garder que le bon. Et, encore une fois, sur le principe, la scission nette entre le bien et le mal est plaisante. Le problème ici est d'assimiler ces notions à des camps politiques, car cela en fait des camps idéologiques. Ce qui implique que toutes les mesures que proposera le parti dit du mal, même si elles sont bonnes, seront automatiquement qualifiées de mauvaises. Et toutes les mesures prises par le parti dit du bien seront automatiquement considérées bonnes, même si ce sont les pires atrocités. Pires atrocités qui, de toute façon, seront attribuées au parti du mal par ceux-là même qui les ont perpétrées au nom du bien. Le mal, ce n'est ni la droite ni la gauche, c'est tout ce qui cherche à posséder autrui pour toute autre raison que se défendre ou défendre. Point barre. Déshumaniser quelqu'un qui n'a rien fait de mal, c'est mal. Et ce, même si c'est fait au nom du bien. Rappelez-vous d'Anakin qui, considérant que celui qui n'est pas avec lui est contre lui, en vient à vouloir détruire le bien pour lequel il a pris la décision de faire le mal. Et on en revient encore à la sémantique, les mots ont un sens, il faut s'y tenir. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère de ce monde, disait, à raison, Albert Camus. Remettre en question un discours, quel qu'il soit, ce n'est pas mal. En revanche, diaboliser la remise en question, c'est mal, car c'est la base du totalitarisme. Imaginez qu'Adolf Hitler ait dogmatisé son Mein Kampf pour ensuite pouvoir affirmer que le critiquer était de l'intolérance. Aujourd'hui, ce serait de l'adolphobie que de pointer du doigt certains passages, notamment ceux qui, j'imagine, diabolisent les juifs en disant clairement ou sous-entendant fortement qu'ils sont responsables de tous les maux de la Terre. Ne serait-ce pas un peu de l'hypocrisie que de considérer que la Shoah n'était due qu'à une lecture rigoriste des textes ? Alors,
À ce point de la vidéo, je rappelle qu'on peut tout à fait remettre en question mon discours ou m'apporter un recul que je n'ai pas, basé sur des faits, pas sur des assertions, mais on ne peut pas, en réponse à mon discours, me diaboliser, me définir comme le mal, ni me déshumaniser. Donc, pour ceux qui auraient une furieuse envie de me traiter de facho, je leur rappellerai juste la définition du fascisme, pour leur montrer que, d'une, il n'y a aucun rapport entre le fascisme et la critique d'un parti, d'une religion, d'une idéologie ou d'un discours quel qu'il soit, et, de deux, que le fascisme étant un système totalitaire, empêcher quelqu'un de critiquer un discours en le traitant de fasciste, c'est du fascisme. Un monde dans lequel on considère celui qui n'est pas d'accord avec soi comme le mal, soit le diable, est un monde dogmatique, totalitaire, inquisiteur, déchiré par la radicalisation. Et la radicalisation ne mène qu'à une chose, la radicalisation. Et dans un monde radicalisé, un conflit ne peut, à terme, mener qu'à une seule issue, l'extermination d'un camp par l'autre, ou des deux camps à la fois. Comme cela nous est très bien montré dans le jeu vidéo The Last of Us Partie 2, dans lequel on nous dit que, dans un monde inhumain déchiré par le conflit, la seule manière d'aller de l'avant et de retrouver son humanité est de tirer un trait sur le passé, d'arrêter le carnage afin de vivre et laisser vivre, et ce, de la part des deux camps. Si l'un des deux camps refuse, le conflit se perpétuera à jamais, de génération en génération, jusqu'à l'extermination d'un des deux camps ou des deux camps. Un peu plus haut, nous disions que dans certains contextes infernaux très précis, où il ne se présentait à soi que deux solutions abominables, on ne pouvait que choisir la solution la moins inhumaine. Et, en réalité, la véritable solution est d'éviter de se retrouver dans ce genre de contexte infernal qui amène à devoir prendre ce genre de décisions inhumaines. Et pour ça, il faut dédogmatiser le discours. À commencer par la politique, afin d'abolir une bonne fois pour toutes ce putain de crime de blasphème qui découle de cette dogmatisation, pour ainsi se préserver de l'Inquisition et donc pouvoir vivre dans un monde déradicalisé. L'attaque personnelle, par la violence verbale ou physique, c'est en dernier recours, lorsque son intégrité physique est menacée, lorsqu'on n'a plus d'autre choix. Sinon, soit on est un inquisiteur et on pousse par la violence gratuite celui qu'on a désigné comme son ennemi à devenir réellement son ennemi, soit on donne raison, par la violence toujours, à l'inquisition qui diabolise et antagonise tout ce qui ne partage pas son point de vue. Et oui, cela paraît évident, mais si on est accusé de meurtre, il ne faut pas tuer son accusateur pour se venger de son accusation. Le seul moyen de prouver à l'inquisition qu'elle a tort est de ne pas lui donner raison. Il faut la laisser aboyer seule et ne donner d'écho à son agressivité que la critique que l'on en fait, afin qu'elle se rende compte elle-même de ses erreurs pour, ainsi, la faire revenir à la réalité. Parce que lorsqu'on en vient à considérer la remise en question comme un crime et le terrorisme comme de l'héroïsme, c'est qu'on a perdu contact avec la réalité et qu'il est grand temps de se remettre en question. Parce qu'aller jusqu'à dire sur les réseaux sociaux que dans Star Wars épisode 4, Luke Skywalker est un terroriste qui sauve la galaxie de l'Empire du Mal, c'est de la folie. Comment peut-on sérieusement assimiler Luke Skywalker à un terroriste et donc, par extrapolation sous-entendue, l'Empire galactique à l'Occident ? Dans ce film, voit-on Luke menacé de tuer ou tuer quiconque ne croirait pas en la Force ou remettrait en doute sa croyance ? Dans ce film, ou n'importe lequel de la trilogie originale, voit-on Luke accomplir l'objectif de massacrer des civils ? Non, parce que Luke n'est pas un terroriste. C'est un résistant qui détruit les points militaires stratégiques d'un ennemi hostile qui, lui, vise spécifiquement des civils pour imposer sa loi par la terreur. Luke cible et tue des militaires. Et s'il y a des pertes civiles durant l'opération, elles ne sont pas recherchées, mais involontaires. Contrairement à des terroristes, Luke n'égorge pas des bébés, ni ne viole leur mère et ou leur sœur. Le terrorisme n'est pas de la résistance. Les terroristes sont à l'instar de Dark Vador qui tue des enfants dans la prélogie, des fanatiques révolutionnaires totalitaristes. Le terrorisme n'a pas pour but de libérer les populations, mais de les soumettre afin de prendre le pouvoir par la terreur. D'où le nom, terrorisme. Preuve en est qu'aujourd'hui, par peur du terrorisme islamiste et de la cancel culture, quasiment plus personne n'ose critiquer ouvertement l'islam ou la théorie du genre. Parce que oui, ce n'est pas par tolérance que plus personne n'ose critiquer ces dogmes, mais par peur, par soumission. Et la soumission n'est certainement pas de la tolérance.
Tout comme ce n'est pas de l'intolérance que de critiquer ou remettre en question un discours, quel qu'il soit. Si l'Occident est le singe dans le théorème du singe, le terrorisme islamiste et la cancel culture en sont l'eau froide. Mais non, c'est pas vrai, tu te montes la tête. Comme dirait le ministre Cornelius Fudge dans l'Ordre du Phénix après la réapparition de Voldemort, faisant passer Harry Potter pour un menteur dans une stratégie de pas de vague afin de préserver une paix illusoire. Les institutions occidentales doivent guérir de leur syndrome de Stockholm induit par l'anti-blanchité qui les pousse systématiquement à prendre parti pour leurs oppresseurs et font aujourd'hui de l'Occident la femme dans le proverbe putride « Bats ta femme tous les jours, même si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Et oui, l'Occident est aujourd'hui, à l'instar d'une classe d'école oppressée par un petit groupe de caïds, soumis à un petit groupe de fanatiques anti-blanchitaires, théorie du genriste et islamistes. Pousser l'Occident à se soumettre à la psychose dogmatique pour avoir la paix est aussi stupide que de dire à une femme battue de se soumettre à son tortionnaire pour l'apaiser. Non seulement ça n'apaisera rien, mais en plus ça empirera tout. La paix ne s'obtient jamais au prix de la liberté. Remettre la responsabilité de l'apaisement sur la victime n'a jamais été la solution. Il faut arrêter d'être indulgent avec les agresseurs et intransigeant avec les agressés. Ne pas condamner un coupable, c'est condamner la victime une deuxième fois. La première fois correspondant à son agression. Et non, ce n'est ni intolérant, ni mal de se défendre. C'est normal. Par contre, la psychose dogmatique, soit le fanatisme, ce n'est pas normal. Et se soumettre au fanatisme, c'est légitimer le fanatisme. C'est le normaliser. Et le normaliser, c'est donner raison aux fanatiques. Parce que si on actualisait la fameuse phrase de Charb, l'une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo de 2015, selon laquelle « mieux vaut mourir debout que vivre à genoux », eh bien, aujourd'hui, ce serait plutôt « mieux vaut s'agenouiller dans l'espoir d'une mort pas trop douloureuse ». Et l'antidote contre cette résignation latente serait l'actualisation d'une autre phrase que vous avez sûrement déjà entendue « vous n'aurez pas ma haine ». Pour aujourd'hui la transformer en « vous n'aurez peut-être pas notre haine, mais en tout cas, vous n'aurez certainement pas notre soumission ». Je ne vois que ça pour soigner notre génération de l'anti-blanchité qui la pousse à laisser mourir l'Occident. L'Occident n'est pas parfait, mais est, ou du moins était, en voie de perfectionnement, de progression, jusqu'à la fin des années 2010 environ, période durant laquelle la dogmatisation a progressivement fait son retour dans ces institutions qui, en quelques années seulement, par l'interdiction de la remise en question faite au nom du progressisme, l'ont fait régresser de plus d'un siècle. Car oui, le crime de blasphème a été aboli en France il y a plus d'un siècle, grâce à la remise en question qui est donc non seulement une protection contre le totalitarisme, mais, et c'est primordial de le rappeler, est aussi à la base de la progression, donc du progrès, donc du progressisme, du vrai progressisme. Donc interdire la remise en question, en plus d'être synonyme de stagnation, voire de régression, c'est anti-progressiste. Donc empêcher la remise en question de dogmes au nom du progressisme, soit dogmatiser le progressisme, c'est là encore du bon gros paradoxe bien dogmatique. Et là, je vais m'adresser à ceux qui sont persuadés que la haine anti-occidentale véhiculée par l'anti-blanchité serait légitime parce que l'Occident a un passé colonisateur. Alors, je suis gréco-français, ou franco-grec, qu'importe. D'après vous, est-ce que j'en veux aux Turcs d'avoir occupé la Grèce pendant 400 ans ? Non. Pourquoi ? Parce que les Turcs d'aujourd'hui ne sont pas les Turcs d'hier. Est-ce que j'en veux aux populations des pays qui ont attaqué ou occupé la France hier ? Non plus. Et ce, pour les mêmes raisons. Est-ce que je vais m'excuser pour ce que les Français d'hier, ou plus généralement les Occidentaux d'hier, ont fait en Afrique ou ailleurs ? Non. Parce que je ne suis pas un Occidental d'hier. Et si je devais m'excuser pour des choses dont je ne suis ni coupable, ni responsable, envers des gens qui, en plus, ne les ont jamais subis, eh bien tous ceux qui profitent du confort dont l'Occident est à l'origine devraient me remercier, ce qui n'aurait, vous l'admettrez, aucun sens. Toutes les civilisations ont un passif guerrier, conquérant ou colonisateur. Aucun pays n'est tout blanc ou tout noir, sans mauvais jeu de mots. Il y a eu des conflits, certains en sont sortis vainqueurs, d'autres non. C'est comme ça. Vouloir sa revanche des décennies plus tard, alors que l'on n'est même pas directement concerné envers une population qui n'est même pas directement concernée, ne signifie qu'une chose, que l'on se considère toujours en guerre, et donc que l'on se considère comme un ennemi déclaré. Si on ne va pas de l'avant, cela ne se terminera que par l'extermination d'un camp par l'autre.
Il est réellement temps de se laver de l'anti-blanchité, cette rhétorique fondamentalement raciste qui, se servant du passé comme prétexte, n'est en réalité qu'une énorme paraphrase pour dire « les blancs c'est de la merde qui doit disparaître », et si le racisme anti-blanc existe, dire l'inverse c'est du gaslighting. Et d'ailleurs, il faut arrêter avec le racisme anti-ci ou ça. Il y a du racisme comme il y a du sexisme, c'est-à-dire préjuger de la qualité d'une personne en fonction de sa couleur de peau ou de son sexe. Alors, petite parenthèse. En montant la vidéo, j'ai vu que le racisme n'était plus considéré comme une notion dont la définition serait préjugé racial, mais comme une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races. Quel est le problème, me demandera-t-on ? Alors, pour trouver la réponse à cette question, il faut malheureusement une nouvelle fois se perdre dans les méandres de la grotesque absurdité paradoxale du dogmatisme idéologique. Donc, attention, on prend une grande inspiration pour la plongée en apnée, et c'est parti. Si l'on ne considère plus le racisme comme un préjugé racial, mais comme une idéologie, cela implique que l'on peut retirer certains groupes humains du spectre idéologique. Donc certains groupes humains, en plus de faire subir le racisme, ne subissent pas le racisme. Comment suis-je arrivé à cette conclusion ? En écoutant des débats télévisés lunaires dans lesquels on entend sans cesse que le racisme ne touche que les non-blancs, car le racisme anti-blanc n'existe pas, et que, aujourd'hui, si tu te fais agresser en raison de ta couleur de peau blanche, eh bien ce n'est pas considéré comme du racisme, mais comme de la simple discrimination, parce que cette discrimination ne découle pas de ce qui est considéré comme l'idéologie que serait le racisme. Idéologie qui, hiérarchisant les races, serait donc, par déduction puisqu'elle ne concerne pas les blancs, la blanchité. Soit, selon sa définition, l'hégémonie sociale, culturelle et politique blanche à laquelle sont confrontées les minorités ethno-raciales, aussi bien qu'un mode de problématisation des rapports sociaux de race, qui, comme son nom l'indique, découle de la peau blanche. Le racisme serait donc une idéologie que les blancs auraient naturellement dans leur gène. Voilà, donc si demain un peuple non blanc en extermine un autre en raison de sa couleur de peau, ce ne sera pas du racisme. Ce sera juste de la discrimination, donc ça ira, ça ne sera pas trop grave, puisque ce ne sera pas la blanchité qui en sera à l'origine. Et ce n'est pas fini, parce que ça explique aussi tout ce délire autour du soi-disant privilège blanc et du soi-disant racisme systémique. Parce que, là aussi, par déduction logique, de la blanchité, donc du racisme, découlerait le privilège blanc, cet ensemble invisible d'avantages non mérités dont bénéficieraient les blancs en Occident, duquel découlerait, en toute logique, la spécialité occidentale que serait donc le racisme systémique, soit, comme on peut le lire dans sa définition, une forme de racisme, qui serait donc à l'origine de l'ensemble des déconvenus, même si ce n'est pas précisé, que rencontreraient les non-blancs en Occident. Racisme systémique qui, en réalité, si on met en perspective tout le cheminement qui y mène, serait le racisme tout court, puisque ces effets, soit les déconvenus des non-blancs, sont, in fine, la conséquence de la blanchité qui serait l'autre nom de l'idéologie que serait le racisme. Ce qui confirme là encore que le racisme serait propre à l'Occident, et plus précisément à la couleur de peau blanche, justifiant ainsi la haine de la culture occidentale, des Occidentaux, et tout particulièrement de la peau blanche. Rendez-vous compte, là encore, du niveau de torsion de la réalité pour se justifier d'être raciste, tout en affirmant qu'on ne l'est pas. Parce que oui, tout ça là, la blanchité, le privilège blanc, le racisme systémique n'est qu'un amalgame de merde, duquel on a confectionné un moulin à vent de merde, qui sert de prétexte pour justifier un racisme anti-occidental, un racisme anti-blanc, un racisme décomplexé. Et tout ça en réduisant la définition du racisme à l'une de ses conséquences. Car oui, la hiérarchisation des races est une conséquence du racisme, pas le racisme. Le racisme qui, dans la définition du racisme systémique, est utilisé avec son sens premier, à savoir préjugé racial. Pourquoi ? Parce que sinon, cette définition n'aurait aucun sens. Mais là où ça devient vraiment marrant, c'est que dans cette définition du racisme systémique, entre parenthèses, racisme institutionnel, on nous dit qu'il ne faut, attention, pas confondre avec le racisme d'État, dont la définition est racisme institutionnel. Et là, c'est moi qui ai une question. Tous ceux qui adhèrent à tout ce délire dans lequel on change les mots comme ça l'arrange pour justifier du racisme, vous voulez vraiment qu'on se retrouve dans un monde stalinien comme celui de 1984, où les mots paix et amour servent à désigner la guerre et la torture ?
Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère de ce monde, disait à raison Albert Camus. Il y a du racisme comme il y a du sexisme, c'est-à-dire préjuger de la qualité d'une personne en fonction de sa couleur de peau ou de son sexe. Le racisme est présent dans toutes les cultures ou ethnies. Ce n'est pas un phénomène occidental, c'est un phénomène humain, comme les occidentaux qui sont, je le rappelle au cas où, des humains. Quant au favoritisme des non-blancs et ou non-hétéros dans les sociétés occidentales utilisé pour compenser un soi-disant privilège blanc qui n'existe que dans le monde bourgeois de ceux qu'ils voient partout, ce n'est pas de la discrimination positive, c'est de la discrimination tout court. La discrimination positive n'existe pas. Au même titre que le racisme positif, la violence conjugale positive, le viol positif ou le génocide positif. Et ce, même envers les peuples des civilisations au passé mouvementé, soit toutes les civilisations, dont l'Occident. Je préfère un monde occidentalisé imparfait qui progresse lentement mais sûrement, qu'un monde dogmatisé pseudo-parfait où le crime de blasphème, pesant comme une épée de Damoclès sur le haut du crâne de chacun, culpabilise les victimes, notamment d'attentats, faisant passer les terroristes pour des résistants. Vous savez, le propre de l'être humain est de se couper de la réalité pour mieux la supporter. Moi-même, j'aime m'en couper à travers l'écriture, le cinéma, la musique, les jeux vidéo. Mais je sais faire la différence entre la réalité et la fiction. Un point de vue se construit quotidiennement à partir de la réalité. La réalité ne se construit pas autour d'un point de vue. Il ne faut pas fictionnaliser la réalité pour la rendre plus agréable. Ne devenons pas des Don Quichotte. Vous savez, Don Quichotte, ce roman paru en 1605 qui raconte l'histoire de ce quinquagénaire qui, las de la réalité, préfère croire qu'il vit dans les lignes de ses livres de fantaisie. Et oui, techniquement, il a raison, mais c'est un personnage fictif, pas nous. On vit dans la réalité, pas dans une fiction littéraire. Il faut arrêter de se battre contre des moulins à vent et combattre le vrai danger, le dogmatisme. L'Occident s'est sorti de l'oppression dogmatique, il ne doit pas y retourner. Et même si on n'a pas pu empêcher les tours jumelles de s'effondrer en 2001, on peut encore empêcher l'Occident de le faire. Et pour ça, il faut recommencer à blasphémer. Et ce, quelles que soient ses origines, son sexe, son orientation sexuelle ou sa confession. Il faut dédogmatiser le discours en commençant par abolir le crime de blasphème, la diabolisation et le procès d'intention qui, fictionnalisant la réalité, en font un monde manichéen, inquisiteur, totalitaire. Concrètement, cela signifie qu'il suffit de considérer stérile et rédhibitoire dans la critique ou dans le débat tout ce qui relève de l'assertion, en particulier lorsque ces assertions concernent une personne ou un groupe de personnes. Et, d'une manière générale, il faut cesser de considérer une assertion comme une vérité sur la simple base qu'elle est acceptée par un nombre important de personnes. Il suffit de quelques minutes pour recouper les informations nécessaires à la détermination de la véracité d'une info. Et non, ce n'est pas mal de reconsidérer une croyance parce que cela affecte ceux qui la considèrent vraie. Si on veut pouvoir continuer à être qui on veut et faire ce que l'on veut de sa vie, autrement dit, si on veut que l'Occident reste l'Occident, il ne faut pas avoir peur de remettre en question ou, au moins, ne pas l'empêcher en diabolisant ceux qui le font. Car en Occident, on blasphème, et particulièrement en France. À la question « qu'est-ce qu'être français » qu'on entend souvent dans les médias, je répondrai qu'être français commence par l'acceptation de la remise en question du discours à l'origine de sa croyance. Et si l'on est contre la remise en question, et donc qu'on est pour le crime de blasphème, et donc pour le totalitarisme, on n'est pas un Français. On est un inquisiteur, et on n'a rien à foutre en France. Avant de terminer, j'aimerais rappeler une dernière fois que dans cette vidéo, je n'attaque, ni n'agresse, ni n'insulte personne. Je développe légitimement un point de vue. Et si cela affecte le ressenti de quelqu'un, ce quelqu'un va devoir faire avec. Un monde qui s'incline face au ressenti, avec un grand R, est un monde soumis à la tyrannie des plus capricieux et des plus manipulateurs. Tout le monde est bien entendu en droit de s'épanouir, et ce, même via un dogme. Mais l'épanouissement dogmatique ne signifie pas automatiquement que le dogme dont il découle est bon. Certains esclaves étaient épanouis en tant qu'esclaves, cela ne signifiait pas pour autant que leur chaîne était un symbole d'émancipation, ni que leur critique était de l'intolérance. Bref, pour conclure, j'avoue ne pas être tranquille à l'idée de sortir cette vidéo. Et c'est pour cette raison que je le fais. Car aujourd'hui, ce n'est pas normal d'être inquiet quant à l'expression de son point de vue sur un discours. Si la critique des dogmes que j'ai cités avait été permise, je ne les aurais pas critiqués.
Tout simplement parce que, à la base, d'une manière générale, j'en ai rien à foutre des dogmes. Mon but premier avec cette chaîne, c'est juste de parler d'art. Parce que l'art, notamment à travers la fiction, peut permettre d'élargir le point de vue en l'ouvrant sur de nouvelles perspectives. Mais quand la fiction se substitue à la réalité, essaye de la tordre, de l'engoncer dans un unique point de vue étriqué et avec elle l'humanité, là je ne suis pas d'accord et je le dis, car il le faut. Parce que pour la dernière fois, chacun est libre d'être qui il veut et de faire ce qu'il veut de sa vie, pas de celle des autres. Et tout ce qui entre en contradiction avec ce principe fondamental doit pouvoir être critiqué et remis en question. Surtout lorsqu'il s'agit de discours, idéologies ou dogmes qui, entraînant potentiellement une perte de contact avec la réalité, peuvent mener à l'autodestruction. Bon, j'arrête avec Star Wars. Mais si on veut faire un parallèle entre Star Wars et l'actualité, on ne prend pas en exemple la trilogie originale, mais la prélogie. Car aujourd'hui, ceux qui cherchent à renverser l'Occident ne sont pas les rebelles de la première trilogie, mais les séparatistes et leurs leaders, qui d'ailleurs les trahissent pour s'assurer les pleins pouvoirs, les sites totalitaristes de la prélogie. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'aujourd'hui, en France, on a le droit de critiquer tous les discours, quels qu'ils soient, sans risquer de se voir diabolisé ou menacé. Peut-être que parmi tous ceux qui ont regardé cette vidéo, aucun n'a eu envie de m'insulter, et aucun n'éprouve de crainte à la simple idée de critiquer ouvertement tous les dogmes, idéologies et discours qui existent. Et peut-être que l'anti-blanchité n'a pas empoisonné notre génération qui n'est donc pas en train de laisser mourir l'Occident, voire de l'achever en empoisonnant la génération suivante. Et, en réalité, je l'espère, je ne demande que ça, car, vous l'aurez compris, je n'ai pas envie de voir ce monde réellement progressiste, même si imparfait, régresser pour, à terme, être remplacé par un monde soumis au totalitarisme. Un monde qui, au nom du progressisme, interdit la progression. Un monde dans lequel le fanatisme est normalisé. Et pour me convaincre que j'ai tort, il ne suffit que d'une chose, qu'on ne me diabolise pas pour avoir exprimé un point de vue sur des discours, et qu'on ne diabolise plus personne qui exprime un point de vue sur un discours. Car rappelez-vous que l'interdiction de la remise en question, c'est la base du totalitarisme. Et qui diabolise, insulte, menace, bref, déshumanise, pour empêcher la remise en question et forcer l'adhésion et ou la conversion, n'est pas un gentil, et n'est certainement pas le bien. C'est simple, si le côté clair diabolise sa remise en question, c'est qu'il s'agit en réalité du côté obscur qui revêt le masque du côté clair. Car qui diabolise, se diabolise. Voilà, si vous êtes d'accord avec le point de vue anti-inquisiteur développé dans cette vidéo, likez-le et partagez-le, parce que YouTube, ne mettant en avant ni le blasphème ni le non-sensationnalisme, ne le fera pas. Bisous bisous. Quel ordi de merde. Bref.